C'est vraiment un honneur. Moi, dès que tu m'en as parlé, dès que j'ai vu que tu communiquais sur ce monsieur-là, je me suis dit, c'est vraiment la personne idéale pour nous parler des métiers, de la radio, de l'audiovisuel. Absolument. Que j'ai fait des recherches et que j'ai vu l'expérience aussi riche qu'est celle de monsieur Joffo, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et on peut pas le garder pour nous. Ça serait vraiment, ça serait dommage. Arrêtez, on dirait que je suis mort là, vous entendre parler. Non, là. on a encore besoin de toi, Richard. Alors, Richard, je continuerai toujours à parler de toi avec fierté parce que tu es mon mentor, c'est toi qui m'as appris les bases de ce métier. Avant la première rencontre, avant le premier pas que j'ai fait au sein de l'Académie audiovisuelle de Paris, je connaissais rien de ce domaine, que ce soit la radio ou la télé. Il m'a tout appris, tu m'as tout appris, je te remercierai jamais assez. Je voudrais commencer par des remerciements et finir par des remerciements parce que ce n'est jamais assez. Alors, tu portes plusieurs casquettes. Hein. Tu es producteur, tu as écrit des paroles de chansons d'ailleurs qui ont vraiment cartonné, qui étaient des tubes. Concepteur de programme, réalisateur, fondateur de l'Académie audiovisuelle de Paris, une école d'audiovisuel qui existe depuis 20 ans, qui a un succès, qui accumule des succès depuis 20 ans. Et pas que, tu es conseiller, tu donnes des conférences, tu es écrivain, tu portes plusieurs casquettes, Richard Joffo. Mais quel est le métier qui te représente le plus? Le métier qui me représente le plus, oui. C'est contemplateur. Peux-tu développer? Observateur? Je me définis comme un homme qui passe dans le monde et qui regarde ce qui se passe autour de lui. Donc, est-ce que tu dis que la base de ce métier, de tous les autres d'ailleurs dans la vie, c'est d'observer justement, c'est d'observer et d'analyser, apprendre? Oui, c'est d'abord d'écouter. D'écouter pas pour répondre, d'écouter pour apprendre et d'observer. Et nous, les gens de médias, nous ne sommes que le reflet des réalités. Nous ne créons pas les réalités. On ne fait qu'en témoigner. Et pour pouvoir bien faire notre métier de témoin, il faut d'abord bien voir les choses qui se passent autour de nous pour pouvoir bien les rapporter. D'accord. Alors, Richard Joffo, tu viens d'une grande famille de coiffeurs. Hein. Vous avez une chaîne de salons de coiffure ici à Paris, les Joffo, très très connus quand il y a encore d'exister. Et comment tu t'es retrouvé dans l'univers des médias et de l'audiovisuel? Moi, j'ai été élevé dans un salon de coiffure. Et c'est dans un salon de coiffure que j'ai appris à communiquer. Mon père m'a appris une chose. Il m'a dit, la façon dont tu vas faire la coiffure sera vécue par le client d'une façon beaucoup plus importante que la coiffure en elle-même. Oui. C'est-à-dire que tout est communication. Si on fait, et il m'a appris aussi qu'un geste était bon s'il était beau. Et c'est la base de l'artisanat. Et communiquer avec les gens, les écouter, puisque dans les salons de coiffure, les gens viennent souvent, ils s'assoient et ils racontent leur vie. Et être à l'écoute, écouter vraiment, s'intéresser aux gens, m'a donné la passion de la communication, la passion de la transmission. Et puis un jour, il s'est trouvé que par hasard, à l'occasion d'une interview que j'avais faite sur un bouquin que j'étais en train d'écrire, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie sur un plateau de télévision. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, c'est là que je veux vivre. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait aimer cet univers de l'audiovisuel, Richard Joffo? Est-ce que c'est pour la notoriété? Est-ce que c'est pour faire passer des messages, pour être... C'est parce que tu es leader d'opinion dans le sang, dans l'âme? C'est pas pour faire passer des messages, parce qu'il y a tellement de moyens de faire passer des messages autres que la télévision. Déjà, ne serait-ce que l'enseignement. Dans l'enseignement, on fait passer davantage encore de messages, et des messages bien plus utiles que lorsqu'on travaille dans les médias. La notoriété, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'adore quand, en France, non, parce que je suis pas très connu en France, pas du grand public. Je suis connu dans mon métier, mais pas du grand public. En revanche, il y a certains pays, notamment en Afrique francophone, où on me connaît parce que j'ai eu beaucoup d'émissions qui ont été diffusées. Et quand on vient me voir en me disant, ouais, c'est sympa, je vous ai vu, etc., c'est quelque chose qui fait très plaisir. Et ça serait très hypocrite de dire que c'est pas plaisant. Donc, bien sûr. Mais tout ce qui est transmission, tout ce qui est communication avec les autres m'intéresse. Moi, j'estime qu'une vie réussie,
c'est une vie au cours de laquelle on laisse une trace positive dans le cœur des gens qu'on a rencontrés. Donc, plus on peut rencontrer, plus on peut laisser de traces positives, plus notre vie est réussie. C'est très beau, c'est une très belle philosophie de vie. On peut par expérience, je peux te confirmer que tu as bien réussi ta vie parce que il y a un grand nombre de personnes qui te sont reconnaissantes et qui ont beaucoup d'amour pour toi, Richard Joffo. Je voudrais savoir, Richard, est-ce que c'est plus facile d'être devant la caméra, d'être un présentateur, chroniqueur, ou d'être derrière la caméra ou d'être un homme de l'ombre, chose que tu as été toute ta vie, ou tu as plus été toute ta vie? Je vais répondre en posant une question. Anna, est-ce que tu sais faire un très bon couscous? Oui? C'est ce qu'on dit apparemment. Bon, est-ce que c'est plus facile de faire le couscous ou de manger le couscous? J'avoue que c'est plus facile de le manger. Voilà, mais tu prends peut-être encore plus de plaisir à le faire. Oui. Et de voir les autres se régaler en le mangeant. Absolument. Et ben voilà, tu as répondu. Ouais. Alors, pourquoi tu as créé l'Académie audiovisuelle il y a 20 ans de ça? Eh bien, je l'ai créé parce que il y a 30 ans de cela, j'avais créé une émission de télévision. Ouais, j'ai créé une émission de télévision pour France 3 qui s'appelait Micro-Kid Multimédia. C'était une émission sur les jeux vidéo. Et j'avais pris pour présenter l'émission un garçon qui était rédacteur en chef de 2 revues qui traitaient de multimédia et de jeux vidéo. Et on avait réussi à signer le contrat et j'ai passé tout mon été à le former pour qu'il puisse passer de l'écrit à l'écran. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. Et je m'étais dit à ce moment-là, tiens, le jour où j'aurai le temps, je vais créer une école pour apprendre aux gens à animer une émission de télévision. Alors après, c'est devenu une école de journalisme audiovisuel et puis aussi de conception de programme. Mais au départ, c'était ça, quoi. Ça a démarré comme une école qui faisait uniquement la formation des animateurs de télévision parce qu'il n'y en avait pas. Et je me suis dit, un jour, et 10 ans plus tard, j'ai eu le temps. Les forces de la vie ont fait que je me suis trouvé avec du temps devant moi. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire. Et j'ai créé cette école comme un petit cours de théâtre de quartier, quoi, un petit truc tout comme ça. Puis après, bah, ça a suivi son cours. On a été reconnu par le métier. On a créé des formations dans d'autres pays, comme on va le faire en Algérie, mais à distance. Absolument. Je vais y revenir, si tu me le permets. Justement, au sein de l'Académie audiovisuelle, on n'apprend pas uniquement le métier de présentateur télé ou animateur télé-radio, on apprend le métier de concepteur de programme, parfois on apprend le montage, etc. Je voudrais savoir à quel point c'est important aujourd'hui pour un animateur télé ou radio de pouvoir justement d'avoir des connaissances dans le montage, dans la réalisation, dans les retouches de l'image, etc. C'est choses que tu enseignes au sein de l'Académie audiovisuelle de Paris. Au départ, ça m'est venu, là aussi c'est mon père. Quand j'étais petit, je venais gagner mon argent de poche en allant balayer le salon de coiffure de mon père. Et puis j'ai appris à faire les shampoings. Et puis quand j'ai eu 17-18 ans, mon père a été malade, il a fallu que je le remplace à la direction du salon de coiffure. Et je me suis rendu compte que c'était facile parce que je connaissais de tous les métiers des gens avec qui je travaillais. Et que je pouvais leur dire, voilà, faites ci comme ça, faites ça comme ça, parce que je connaissais leur métier. Et moi, je pense que pour pouvoir plonger quelqu'un qui arrive dans un milieu nouveau, particulier, qui a ses codes, eh bien, pour qu'il puisse exceller dans son propre métier, il faut également qu'il connaisse le métier des autres. C'est pour ça qu'il y a des notions de réalisation, des notions de production, des notions de lumière, des notions de cadrage, de manière à ce que quand on arrive sur un plateau, on connaisse le métier, alors sans en être un expert, mais on appréhende le métier de chacun des intervenants et ça nous permet d'être mieux avec les autres aussi et de mieux s'épanouir dans le métier en question. Est-ce que c'est ce qui différencie la formation au sein de l'Académie audiovisuelle de Paris des autres écoles d'audiovisuel? Bah, il n'y a pas d'autres écoles comme celle-là. Donc, à la fois c'est prétentieux et c'est humble ce que je dis. Sans prétention. Parce que s'il y en avait d'autres, je pourrais dire on est la meilleure. Et comme il n'y en a pas d'autres, on ne peut pas dire qu'on est la meilleure, malheureusement. Il n'y a pas véritablement d'école comme ça. Il y a une école technique de radio qui forme aussi les animateurs radio, avec laquelle j'ai créé un petit module de formation pour la télévision. Mais c'est une grosse machine. Il y a les écoles de journalisme, de presse écrite, beaucoup, qui interviennent aussi dans le journalisme audiovisuel, d'une façon qui n'est pas aussi précise. Nous, vraiment, on travaille
sur l'opérationnel sur un plateau télé. Comment je me comporte avec la caméra, comment je me comporte avec les chroniqueurs, comment je me comporte avec le présentateur. Donc, c'est à la fois très pointu, très technique, et on aborde tous les aspects de cette présence à l'antenne et de cette présence sur le plateau. Et donc, l'école qui fait ça, il n'y en a pas d'autres. Donc, je ne peux pas dire qu'on est mieux ou qu'on est moins bien. J'aimerais, mais je ne peux pas. Pourquoi? Peut-être vos élèves plus tard ouvriront une école qui portera ton nom, Richard Joffo, en guise de reconnaissance. On ne sait jamais. Pourquoi pas? C'est tout le mal que je me souhaite. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y en a parmi mes élèves. Il y a une petite là qui s'appelle Marie Solis, une petite qui travaille sur C8 dans les émissions de Morandini, qui a eu même sa propre émission, qui a travaillé dans beaucoup de chaînes, qui vient nous rendre visite le mardi soir sur la formation virtuelle avec Zoom, et qui a vraiment la fibre pédagogique. Et je vais parler avec elle et peut-être avec quelques autres pour voir si on peut constituer une équipe qui pourrait prendre le relais, parce que moi je vais bientôt devenir, si c'est pas déjà fait, un vieux monsieur. Donc je vais finir par être fatigué. Tu es très jeune, la jeunesse c'est dans la main. Et tu l'es. Toute personne qui te connaît peut en témoigner. Richard, on parlait tout à l'heure de plusieurs casquettes, plusieurs métiers que tu as pu exercer ou que tu continues d'exercer jusqu'à aujourd'hui. Mais même au sein de l'Académie audiovisuelle, tu portes plusieurs casquettes parce que ça nécessite quand même une certaine connaissance de la langue, par exemple la langue. Tu enseignes à tes étudiants ou tes élèves, comme tu aimes les appeler, la langue française, la réalisation, la conception de programmes, une certaine philosophie aussi de vie. Il y a il y a plusieurs cours, qui sont censés être donnés par plusieurs personnes. À la fois, tu es réalisateur, producteur, prof de français, philosophe. Comment tu peux faire tout ça à toi seul? Alors, mais tous les humains sont multicasquettes. Tous les humains font plein de choses. Il y a des gens, ils ont une voiture, donc ça y est, ils savent conduire, ils ont appris. Donc déjà, ils sont chauffeurs. Et puis voilà, si on transforme chaque savoir en métier, on se rend compte qu'on fait plusieurs métiers. Mais je pense que la formation pour animer une émission de télévision, pour être dans les médias, elle est forcément holistique ou alors elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on doit prendre les problèmes dans leur globalité, on doit prendre les savoirs dans leur globalité. Et notre instrument, c'est la langue française. Donc apprendre à manipuler la langue française, c'est comme un violoniste ou un guitariste qui va faire des gammes, qui va faire des arpèges, et qui va connaître les arpèges complètement, qui va connaître la guitare complètement, avant de pouvoir lui-même composer des morceaux pour la guitare, ou avant d'être un virtuose. Donc forcément, connaître notre outil de travail, qui est la langue française, c'est la moindre des choses. Et à partir du moment où on fait un métier où la matière première, c'est la langue, la matière première, c'est l'image, c'est qui nous sommes dans le monde, puisque c'est notre image, eh bien, il faut qu'on aborde des problèmes de qui nous sommes par rapport aux autres. Et c'est là où les aspects comportementaux ou philosophiques, mais c'est pas de la philosophie très, très approfondie, interviennent, parce que quand on est bien dans sa peau, ça se voit, quand on est positif, ça se voit, quand on est de bonne humeur, ça se voit, et il faut transmettre du positif, et il faut savoir, lorsqu'on arrive sur un plateau, laisser les problèmes à la porte du plateau pour être performant, parce que c'est notre devoir. On a une prestation à fournir. Notre devoir, c'est d'être performant et de laisser les problèmes à la porte. Absolument. Alors, Richard, est-ce qu'une formation au sein de l'Académie audiovisuelle de Paris ou une autre académie à travers le monde est aujourd'hui suffisante pour pouvoir exercer le métier d'animateur ou présentateur et de pouvoir travailler dans des chaînes importantes, respectables et de renommée internationale? Parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il fallait suivre un cursus universitaire pour pouvoir justement exercer ces métiers et être reconnu. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs questions. La première, tu me demandes si au sein de l'Académie audiovisuelle de Paris, telle et telle chose sont nécessaires. Mais tu me dis, et les autres académies dans le monde? Alors moi, les autres académies, je ne les connais pas, je ne peux pas répondre pour elles. En ce qui concerne la pertinence de la formation et le fait de savoir si elle se suffit à elle-même par rapport à d'autres apports, il y a un prérequis. C'est-à-dire que si tu ne sais pas t'exprimer en français, et si tu n'as pas un minimum de culture générale, ça va être très compliqué. Maintenant, ce n'est pas le diplôme qui fait l'animateur. Je ne connais pas, toi, depuis que tu as quitté l'école, tu es entré donc sur Canal Algérie, tu as travaillé avec Beurre FM, tu travailles sur Radio France Maghreb, on ne t'a pas demandé ton diplôme.
Tu es venu, tu as montré ce que tu savais faire et on a dit ok, c'est intéressant. Et voilà. Alors par rapport à l'université, je vais répondre avec franchise, mais ça ne va pas plaire. J'ai eu, notamment avec des gens qui sortaient de Sciences Po, beaucoup de difficultés à leur désapprendre des défauts qu'ils avaient acquis à l'université et qui les empêchaient d'être naturels et d'être bons à l'antenne. Parce que l'enseignement universitaire ne correspond pas à ce qu'on attend dans les médias. Dans les médias, il faut être soi-même, il ne faut pas être dans l'étalage de sa science, il faut être dans le partage du savoir, ça n'a rien à voir. Et à l'université, on vous apprend l'étalage de votre science, on vous apprend à devenir des docteurs, dans le sens le plus large du terme, d'être docte. Or, à la télévision, si on est docte, on est chiant. Donc, moi, je leur enseigne à pas être chiant. Et j'ai eu beaucoup plus de difficultés dans mes formations avec des gens qui avaient suivi des cursus universitaires et qui se targuaient d'avoir des diplômes parce qu'il fallait détricoter des savoirs qui étaient stéréotypés et qui ne correspondaient pas du tout à l'attente du métier. Alors, Richard, j'imagine avec l'expérience que tu sais repérer dès le premier jour celui ou celle qui sera la présentatrice ou la chroniqueuse, qui aura un avenir prometteur dans le métier. Sur quels critères tu te bases? Alors, il y a deux choses. Est-ce que je sais repérer quelqu'un qui a un avenir dans le métier? Peut-être, mais je peux me tromper aussi. Et sur quels critères je me base pour intégrer un étudiant dans l'école? Et ça, pas pour l'intégrer, pour savoir que celui-là, c'est un bon. Alors, moi, je ne peux pas juger, je ne peux pas savoir que celui-là sera un bon. C'est un bon. Je peux savoir s'il peut devenir un bon. D'accord. Et s'il peut devenir un bon, ça implique, est-ce que je vais, moi, être capable de lui apporter ce qui lui manque? C'est-à-dire que mon critère, c'est de dire, est-ce qu'il a ce qui ne s'apprend pas? Comme ça ne s'apprend pas, le meilleur prof du monde, que je suis peut-être ou que je suis peut-être pas, ne pourra pas lui apprendre, puisque ça ne s'apprend pas. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce que moi, je vais être capable de lui apprendre le reste? Ce qui fait que quand je fasse ces entretiens avec les candidats, c'est un peu moi qui passe l'audition plus que eux, puisque je mets en cause ma capacité à leur apporter ce qui leur manque pour exceller dans le métier dans l'avenir. C'est comme ça que j'évalue les choses. Et un bon chroniqueur, animateur, pour toi, il doit être comment? Il doit avoir quelle qualité? Et ne pas avoir quel défaut? Voilà, comme il doit être lui-même un cran au-dessus. Et je peux vous dire que c'est pas de moi, ça. Si, le un cran au-dessus, c'est de moi. Mais être soi-même, quand j'ai créé l'école, comme j'avais travaillé avec des hautes personnalités qui malheureusement sont aujourd'hui toutes décédées, c'était Pierre Tchernia, c'était Pierre Bellemare, c'était Hervé Bourges. Je leur avais dit, tiens, j'ai l'intention de créer cette école d'animateur TV, etc. Quel serait le conseil que vous donneriez à un jeune qui veut être animateur? Et à chaque fois, la réponse était la même, qu'il soit lui-même. Soyez vous-même. Ne jouez pas l'animateur, ne prenez pas modèle sur les autres, soyez vous-même. Et moi, je dis, soyez vous-même un cran au-dessus, c'est-à-dire dans la meilleure version de vous-même, avec une petite exigence supplémentaire, puisqu'on parle au plus grand nombre, ce qui nous confère une responsabilité, quoi. Est-ce que tu es en train de parler d'une autre époque, hein? Tu as pu interviewer des grands noms et beaucoup sont décédés aujourd'hui. Oui. Tu es dans le métier depuis 50 ans, ça ne te rajeunit pas, Richard? Bah oui. Je ne me trompe pas ou un peu plus? Non, oui, bah, j'ai démarré, je suis entré, j'ai commencé dans les métiers artistiques comme auteur de chansons en 77. Et c'est en 80 que j'ai commencé à faire de la télé, il me semble. J'étais pas enseignant, j'étais producteur. Et 80, et puis j'ai très rapidement fait des choses assez importantes sur TF1 avec des grosses émissions, des grandes manifestations. Oui, c'est ça, ça fait oulala. Ça ne te rajeunit pas. Alors, mais qu'est-ce qui a changé depuis dans le monde, dans l'univers des médias au fil des années, Richard? Mais qu'est-ce qui a changé depuis un quart d'heure? Ouais. Qu'est-ce qui aura changé dans un quart d'heure? Le monde des médias est en perpétuelle mutation. Si on n'est pas en avance, si on n'accompagne pas les progrès techniques, les usages qui changent, la façon dont les gens consomment de l'image. Regarde aujourd'hui, on est là et on parle en direct et c'est diffusé sur des réseaux sociaux. Il y a 10 ou 15 ans, on n'imaginait pas que ça puisse être possible. Quand la télévision est née,
C'était du noir et blanc avec un tube cathodique qui était rond, qu'il a fallu rendre un peu plus carré, puis plat. Et donc, c'est en perpétuelle mutation. Et c'est la problématique à laquelle j'ai été confronté avec mon métier de formateur, c'est de toujours être en avance sur les progrès pour pouvoir enseigner à mes étudiants qui sont bien plus jeunes que moi toutes les données, tous les fondamentaux qui ne cessent de changer. Et ça veut dire qu'on est obligé de rester au courant, d'être opérationnel. C'est pas comme dans le théâtre où tu as un ancien prof de théâtre qui a été comédien il y a 20 ans et qui maintenant est devenu prof. Le théâtre, bon, ben, le théâtre n'a pas changé depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis Molière, on va dire, le théâtre n'a pas changé. Donc, on peut être un ancien quelque chose. Mais à chaque fois que j'ai vu d'anciens professionnels de la télévision qui voulaient eux-mêmes devenir profs, ils se sont tous cassés la gueule parce que ils s'appuyaient sur leur savoir acquis au moment où ils ont cessé de faire le métier. Oui. Sauf qu'un quart d'heure après le moment où ils ont cessé de faire le métier, ça y est, le métier avait changé. Donc, eux, ils n'étaient plus au point pour l'enseigner. Donc, tout a changé. Alors, Richard, toi, tu n'as pas chômé pendant le confinement, tu n'as pas perdu ton temps comme à ton habitude, toujours productif. Tu as exploité ton temps au maximum. Je sais qu'il y a un livre en préparation, je ne vais pas spoiler, où tu reviendras nous dire, où on se retrouvera sur d'autres supports pour que tu puisses nous en parler. Mais tu as créé une nouvelle formation à distance pour pouvoir faire bénéficier des étudiants à travers le monde de l'Académie audiovisuelle de Paris, de la formation au sein de cette académie, même à distance, même en pleine coronavirus. Est-ce que tu peux nous en parler? Les contraintes, ça rend productif. Les contraintes, ça rend imaginatif. Les contraintes, ça rend créatif. Et là, je viens de remporter une affaire, une énorme affaire sur la création d'images de marque sur un énorme projet de 2 milliards d'euros parce qu'il y avait une contrainte devant laquelle tous et chacun étaient complètement impuissants. Et la contrainte, tout d'un coup, te donne des idées. Là, c'était pareil. Je me suis retrouvé un beau jour du début du mois de mars en me disant je peux plus faire le cours, je peux plus faire le training, on n'a plus le droit, les établissements ferment, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai donc continué à faire les cours et les trainings avec une application comme celle qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Zoom, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. Et j'ai donc continué les cours avec ça et je me suis rendu compte que sur le plan pédagogique, c'était largement aussi performant que les cours dans un même espace, in real life, comme on dit en bon français. Même pour les trainings, où on arrive à simuler des émissions de télévision, où on arrive à commenter le travail des uns et des autres, etc. Et puis en plus de ça, comme on n'a pas besoin de se déplacer, j'ai pu avoir des invités qui sont d'anciens étudiants, comme Marie Soli, justement, d'autres que j'ai formés, comme Laurent Mestret ou Denitsa de Danse avec les stars, que j'ai formé, que j'ai coaché pour des émissions de télé, qui pouvaient venir me voir sans aucun effort, comme Ludivine Rétori aussi, qui pouvaient venir assister, participer au cours, donner leurs sentiments à distance. Et donc, j'ai regardé tout mon programme et je me suis dit, est-ce que je peux faire 100% du programme à distance? Et je me suis rendu compte que oui. Et comme j'avais dans l'intervalle un peu aussi, à travers certaines de tes interventions, puis comme j'ai l'exemple brillant de Anna Guézard, qui est sur Canal Algérie, sur les antennes, etc., j'avais des demandes de l'Algérie. On avait même prévu à un moment donné que je me rende là-bas à Oran pour faire 15 jours de formation, sauf que c'était prévu pour avril. Et vous avez compris comment s'est déroulé le mois d'avril. Oui. Je me suis dit, je vais créer une formation qui sera un peu plus courte, plus condensée, entièrement à distance, un peu moins chère, et je vais la proposer de manière à ce que ceux qui ne peuvent pas venir à Paris puissent aussi recevoir la formation et recevoir le même diplôme. Voilà. Mais je n'ai pas fait que ça, hein, parce que j'ai travaillé sur des livres. En effet, j'ai créé 2 autres formations, ou peut-être même 3. Il y en a une qui va démarrer aussi de chroniqueur sportif avec Gilles Verdez. J'ai une formation écrivez Merci votre. Merci de spoiler mes questions, Richard. Ah, pardon. Il y a une formation sur comment écrire son premier roman en 12 semaines. Et puis là, je suis en train de terminer une formation qui s'appelle Performance Casting, qui sera une formation de préparation au casting pour les comédiens, pour la publicité, le cinéma et la télévision, avec vraiment une préparation mentale, une préparation à tous les niveaux, y compris pour les nouvelles formes de casting que j'appelle les castings 3.0, qui prévalent maintenant justement avec
les distanciations et l'impossibilité de se rencontrer. Tu as Voilà, oublié donc, une formation, la formation de l'écriture pour les futurs écrivains et auteurs de… Voilà, les romans. Si, j'ai dit écrire son roman en 12 semaines. Écrire son roman en 12 semaines. Vous avez parlé de Monsieur Gilles Verdez, qui est chroniqueur, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, au cas où, parce qu'on est écouté un petit peu partout dans le monde, et j'imagine que cette vidéo va être partagée. D'ailleurs, n'hésitez pas du tout à la partager pour profiter d'autres personnes, des connaissances de Monsieur Richard Joffo et de tout ce qu'il a à nous apprendre aujourd'hui. Donc, Monsieur Gilles Verdez est rédacteur en chef du magazine au journal Le Parisien et il est chroniqueur pour TPMP, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Il est chroniqueur aussi dans plusieurs émissions et il collabore avec vous dans cette formation qui va intéresser les commentateurs et les chroniqueurs sportifs. Mais aussi, il anime une émission dans ta radio, Richard, IRM.radio, qu'on a vu naître et grandir. J'ai vraiment eu le plaisir et l'honneur. J'ai passé les meilleurs moments. Mes meilleurs moments de la radio, c'était sur IRM.radio. Donc, cette collaboration avec Gilles Verdez, justement, et l'émission sport qu'il anime au sein de ta radio, au sein de IRM.radio. Comment ça s'est passé ? Gilles Verdez, au départ, avant d'être le chroniqueur martyr chez TPMP, est un grand journaliste. C'est vrai qu'il a été rédacteur en chef du Parisien. Il a également été journaliste sportif, éditorialiste à l'équipe. Il est également, il fait partie de l'équipe de présentation d'un magazine de radio de sport sur RFI qui s'appelle Radio Foot International, RFI aussi. Et c'est un grand journaliste de sport. Il a créé des formations qui sont destinées au sport. Il crée des formations de coach sportif, d'analyste vidéo, etc. Et un jour, c'est lui qui m'a proposé de créer une émission sur IRM.radio qui s'appelle la Foot Academy. Enfin, c'est moi qui lui ai proposé d'appeler ça la Foot Academy, où ses étudiants dans les autres métiers du sport, et y compris la presse écrite sportive, venaient pour expérimenter leur savoir. Et c'est lui qui est venu me trouver en me disant « J'aimerais créer avec toi, Richard, une formation de chroniqueur et commentateur sportif. » Donc, j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Je me suis mis à ma table, j'ai créé un corpus pédagogique spécifique pour cette formation et on a décidé de monter ça ensemble et on va faire les cours, certains ensemble, certains en alternés, et de manière à créer de la compétence de chroniqueurs sportifs. D'ailleurs, la plupart des cours seront également à distance, puisqu'on a beaucoup de demandes de l'étranger, et sauf les émissions de radio qui font partie du corpus pédagogique, que j'ai réintégré dans le corpus pédagogique, la Foot Academy, qui est diffusée le premier mercredi de chaque mois à 22h sur IRM.radio. On reprend le 3 juin d'ailleurs. Et ce sont les étudiants qui viendront participer à ça. Le 3 juin, il n'y aura pas encore les étudiants de cette future formation, puisqu'elle va démarrer en octobre. Il y aura déjà son équipe, il y aura lui, il y aura Marion Edalo, qui est une journaliste sportive, il y aura Marin, qui est un de mes étudiants, qui est excellent en journalisme sportif, et d'autres. Richard, tes étudiants viennent des quatre coins du monde, hein. Ils s'expriment en langue française, pour que vous puissiez quand même vous comprendre, mais du nord d'Afrique, l'Afrique subsaharienne, de la France… même les francophones qui viennent, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont venues des États-Unis pour suivre la formation. Oui, de Russie aussi. Ouais. Oui, il y en a des gens qui sont francophones, ça me va. Moi, je ne parle pas les autres langues, ou un peu l'anglais, mais pas très bien. Et s'ils sont francophones, ils sont capables de suivre la formation. Alors, tu as, au fil des années, participé à la création de plusieurs chaînes télé. Tu es d'ailleurs associé dans la chaîne C'est Direct, la chaîne des deux Congos. Tu as ta propre radio, IRM.radio. On ne peut pas faire cette interview sans parler de IRM.radio qui a un énorme succès. Et est-ce que tu fais bénéficier tes élèves de ces avantages pour pouvoir leur trouver un job après la formation ou recommander la bonne personne au bon emploi, évidemment, à la bonne place? C'est le but du jeu. J'ai créé IRM pour les étudiants. Et puis, compte tenu de la ligne éditoriale, du contenu, c'est devenu un vrai projet qui va avoir sa propre vie.
C'est pas simplement un endroit qui va servir de tremplin aux étudiants, même si pour certains étudiants, c'est comme ça qu'ils le vivent, et ça me va très bien. Mais sinon, c'est une radio qui va exister par elle-même, c'est un projet de business, puisque c'est une radio associative qui va devenir une radio commerciale. Il y a une société à action simplifiée qui va être créée. Nous, les étudiants qui auront participé au premier temps de la radio seront, dans une petite mesure, actionnaires de la radio. Et là, on a un vrai projet, puisqu'on a des gens comme Gilles Verdez, comme les frères Bogdanov, comme Madame de Fontenay, qui ont leurs propres émissions dans cette radio. C'est dire que ces gens-là viennent travailler avec le même contrat de participation que les étudiants, pas plus, pas moins, et tout le monde parie sur le succès de la radio. Et la cible, c'est les 15-35, c'est une radio jeune, mais effectivement, ça sert de tremplin. Au-delà de ça, moi, j'utilise tous mes réseaux, toutes mes relations pour que les étudiants puissent aller faire des chroniques à droite à gauche. IDF1, où tu as été faire des chroniques très brillamment d'ailleurs, j'ai eu d'excellents retours. Bon, là, la diffusion de l'émission est arrêtée, reprendra à la rentrée. IDF1, il y a Télé Sud maintenant, où beaucoup de nos étudiants, quelques-unes de nos étudiantes excellent, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, mon obsession, c'est de vous voir à la radio, de vous voir à la télévision plutôt, et de vous écouter à la radio. Et ça me fait quand tu nous vois à la radio, à la télé, est-ce que tu continues à nous corriger, à nous critiquer? Alors, j'ai un vieux réflexe. Ou tu es indulgent avec nous? J'ai un vieux réflexe, c'est que lorsque je vois une émission de télévision, quelle qu'elle soit, présentée par qui que ce soit, ou mes anciens étudiants ou d'autres, je ne peux pas m'empêcher, lorsque je vois une faute qui passe, de dire « Ah, là, ça va pas. Ah, non, non. » Bon, j'essaie de pas trop y prêter attention, mais néanmoins, je peux pas m'empêcher. Et je m'enorgueillis du fait que mes étudiants sont en moyenne ceux qui font le moins de fautes de français à la télévision et à la radio actuellement. On continue à y travailler, à y bosser. Richard, rassure-toi, mais tu sais, tu nous as enseigné malgré toi cette façon justement d'analyser le comportement des chroniqueurs, des présentateurs, des journalistes. Est-ce qu'ils adoptent le bon geste? Est-ce qu'ils ont la meilleure tournure de phrase, etc. Donc, ça aussi, tu nous l'as enseigné. Richard, est-ce qu'on peut parler des difficultés de tous ces métiers dans le domaine de l'audiovisuel? Les professionnels des médias ou d'audiovisuel disent que c'est un monde de requins. Qu'en penses-tu? Moi, oui, mais l'immobilier, c'est un monde de requins. Tu es proche de quelqu'un qui gère de l'immobilier ou qui gère des concessions automobiles, c'est un monde de requins. Quand on veut exceller dans un milieu quel qu'il soit, on est face à d'autres qui veulent prendre votre place, qui veulent faire mieux, qui veulent faire à votre place et qui veulent vous manger. Donc oui, c'est un monde de requins comme partout. Tous les métiers sont des ingénieurs informatiques entre eux, les laboratoires pharmaceutiques, tiens, pour ne parler que de ça aujourd'hui, c'est un monde de requins, à telle enseigne que tu as des ministres qui viennent à interdire un médicament et à interdire qu'on fasse les essais pour prouver que lui, le ministre, il se trompe. Donc on vous interdit de prescrire, mais on vous interdit de prouver que moi, ministre, je me trompe. C'est ubuesque, on tombe dans un truc, parce que c'est des requins. Conflit d'intérêts, incompétence, malveillance, à vous de choisir. Mais on sait que dans ce domaine, les places sont chères. Parfois, on doit faire face aux problèmes de racisme. Les castings sont de plus en plus rares. Comment pouvons-nous percer ou même exister au milieu de tout ça, Richard Joffo? Le travail, la loyauté, le courage et la persévérance. Moi, je vous dis que n'importe quel terrain, on en parle à chaque fois. Interrogez les anciens qui ont vraiment bien réussi. C'était Charlotte Namura. Charlotte Namura n'a pas été loyale. Elle ne fait plus rien. Elle ne fait plus rien. Donc, le petit succès qu'on a quand on manque de loyauté, il est très éphémère. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose. Ce n'est pas une justice immanente. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne vous fait plus confiance. Et mais c'est le travail. Demandez à Marie Solis, demandez à Ludivine, demandez à tous ceux à Solène Chavannes qui fait la météo sur LCI. Yacine Bellatar aussi. Yacine Bellatar qui est aussi le travail et la loyauté. Pour moi, la loyauté, c'est très important parce que vous êtes perçu comme étant quelqu'un de loyal ou pas, et ça vous précède et ça vous suit toute votre vie. Absolument. De toute façon, cette interview m'a donné envie de repartir à l'Académie audiovisuelle. Je vais reprendre ma toute première place, la première rangée. Là, tiens, on devrait en parler.
l'avantage justement de la formation au sein de l'Académie audiovisuelle, c'est que même si la formation dure une année, Richard, on peut continuer à partir à prendre, que ce soit les cours théoriques ou la pratique, c'est-à-dire au sein du studio même ou de la radio. Et ça, c'est un vrai plus à vie, quoi. Bah oui, je considère que ma responsabilité à moi s'arrête au moment où vous avez réussi. Tant que vous n'avez pas réussi, j'ai pas accompli ma mission, même si c'est vous qui faites le job. Donc si vous réussissez, c'est parce que vous avez fait le job, et si vous réussissez pas, c'est parce que j'ai mal fait mon job. Dès lors que vous travaillez et que vous êtes loyaux. À partir de là, tant que vous n'êtes pas dans le métier, si vous avez un casting à passer et que vous avez besoin d'une piqûre de rappel ou d'un conseil, je suis là. C'est pas du service après-vente, c'est que tout d'un coup, on fait équipe, on est ensemble. Et on vous dit, Anna, il faut penser aux questions des abonnés. Voilà. Oui, absolument. D'ailleurs, je pensais aux abonnés, mais la discussion, vous savez, quand on est avec Richard Joffo, on est envoûté. Hein. Et moi, j'adore l'écouter parler. Je peux l'écouter parler pendant des heures. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je ne regrette absolument pas. Richard, comme je l'ai dit au début de cette interview, tu as exercé plusieurs métiers, écrit des livres. D'ailleurs, le livre qui a eu beaucoup de succès, Si tu m'apprivoises. Tu as donné des conférences à travers le monde, tu as écrit des chansons devenues des tubes, tu as créé des émissions devenues cultes. Quel rêve tu n'as pas pu réaliser? Tu n'as pas pu réaliser parce que les autres, tu les as tous réalisés. Alors, c'était pas tous des rêves. Moi, je ne rêvais pas de l'Académie audiovisuelle. Je ne rêvais pas d'être animateur télé. Je ne rêvais pas d'être, comme j'ai été animateur télé, j'ai animé des heures et des heures de programmes. Je ne rêvais pas d'être producteur de télévision ou producteur de disques ou auteur de chansons ou tout ça. C'était pas mes rêves. Moi, j'avais des rêves qui étaient beaucoup plus simples que ça. Je voulais, dans l'ordre, être heureux et, si possible, accessoirement, ne pas être pauvre. C'était un truc de gamin. Quand j'étais gosse, je me suis dit, pourvu que je sois pas pauvre plus tard. Parce que je voyais les pauvres. À l'époque, c'était pas des SDF, on les appelait les pauvres. Quand j'étais enfant, ceux qui vivaient dans la rue, on les appelait les pauvres. Et ça me terrifiait. Et je me disais, il faut pas que je sois pauvre. Pour ça, il faut que je travaille à l'école. Bon. Donc, mes rêves étaient tout simples. Et puis, le reste, il y a des choses qui sont arrivées presque par hasard. Mais je conçois qu'on puisse avoir des rêves. Moi, je rencontre des rêves, je rencontre des gens. Je pense à Charlotte Namura, que j'avais reçue pour l'inscrire à l'école. Elle m'a dit, moi, j'ai deux passions, c'est le football et la télévision. Et ce sont mes rêves. Et je lui ai dit, c'est pas parce que tu rentreras à l'Académie audiovisuelle que tu vas te retrouver à Téléfoot en sortant. Et elle s'est retrouvée à Téléfoot 2 ans après, en travaillant. Après, elle s'est tirée une balle dans le pied parce qu'elle a... j'ai pas été un bon prof, j'ai pas réussi à lui apprendre l'humilité et ça lui a joué des tours, mais on a quand même obtenu ce résultat-là. Et comme je dis toujours, et même je crois l'avoir écrit, prenez un rêve, appliquez-lui une méthode et ça va devenir un projet. Donc rêve, méthode, projet. Rêve, et moi, j'ai pas... Voilà, et en revanche, bon, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai plein de choses que j'ai envie d'accomplir, des choses que j'aimerais continuer à faire, d'autres livres, finir les livres que j'ai commencés. Là, j'ai un projet sur lequel je travaille, j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille que j'aimerais pouvoir mener à bien. Mais je sais que j'aurai pas assez toute ma vie pour tout réaliser et pour mettre au point les idées ou pour réaliser les idées que je peux avoir. Mais c'est le jeu. Hein. Mais quelle est ta plus grande fierté au milieu de tout ça, de tous ces projets? La plus grande fierté de Richard Joffo? Ma plus grande fierté, je crois que c'est ma fille et mon petit-fils. C'est ma fille et mon petit-fils. Bon, c'est pas dans le domaine des réalisations professionnelles. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job. Quand je peux dire, il m'arrive de dire, je suis fier de Anna Guézard, mais c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est Anna Guézard qui a fait le travail. Donc, elle doit être fière d'elle-même. Mais voilà, non, c'est pour ma vie, c'est ma fille à qui j'ai inculqué des valeurs et mon petit-fils avec qui je joue de loin, hélas, en ce moment.
mais on se voit, on se fait coucou, on s'approche pas à plus d'1,50 m, ce qui est une énorme frustration. Mais voilà, ça me rend fier. Maintenant, sur le plan professionnel, c'est forcément les réussites des autres qui me rendent fier. Mais j'ai été qu'un catalyseur, c'est pas moi qui ai fait le job, j'ai été l'étincelle au milieu. J'ai donné les instruments, après ce sont eux qui ont appris à être virtuoses avec ces instruments-là. Ma fierté, c'est d'avoir été formée par toi, par le meilleur, je continuerai à le dire. Non, ça c'est de la flagornerie. C'est la vérité, Richard. Alors, je vais passer aux questions des internautes, si tu me le permets, Richard. Avec plaisir. La belle histoire. Bonjour Richard Joffo et Anna Guézard. Je voudrais devenir animateur télé depuis petit, mais j'ai 39 ans. Puis-je quand même m'engager à débuter un cursus dans ce qui constitue un rêve de gosse? Alors, oui, j'ai des gens qui sont entrés à l'école à 45 ans, à 50 ans. Après, c'est une question de volonté, c'est une question de désir. Et il n'y a pas de limite d'âge ni dans un sens ni dans l'autre si on a quelque chose à dire. La seule chose, c'est qu'il faut bien connaître son champ d'expérience, son champ vital, dans quel univers je vais être. Un jour, j'ai un mec qui a 47 ans qui est arrivé à l'école, il avait vraiment pas une tronche pour faire de la télé, quoi. Il parlait comme ça, et il parlait comme ça, moi je voudrais bien faire de la télé et tout. Et je me grattais la tête en l'écoutant, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et j'étais prêt à lui dire écoutez, ça va être très dur. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier? Et il me dit, je suis ébéniste. Le mec, il était ébéniste. Je dis, mais ça, vous m'intéressez. Pourquoi? Parce que je voyais naître les chaînes d'information sur la décoration, les émissions là-dessus. Et ce gars-là, il avait à peine fini sa formation que déjà, il faisait des chroniques sur comment on passe du vernis au tampon, comment on reconnaît un meuble d'époque. Donc, ça veut dire que tout est faisable. Après, c'est une question de volonté. Une autre personne me demande, est-ce que la voix est importante, le timbre de la voix est important lorsqu'on veut devenir animateur radio? Alors, pour la radio, c'est important parce que c'est ce qui passe. Mais la voix, ça se travaille, la voix, ça se place. J'ai eu l'exemple de quelqu'un qui est assez connu, que j'ai coaché parce qu'il va présenter une émission de télévision à la rentrée, et même qui est très connu, et qui avait un problème, c'est qu'il parlait tout de suite dans les aigus. Et c'était pas joli pour la télévision. C'est comme si je parlais comme ça. Eh bien, je lui ai appris à travailler les basses, à placer sa voix de manière à ce qu'il y ait plus de chaleur dans la voix, plus de calme, plus enveloppant. Donc, on place la voix. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Donc, oui, la voix est importante, mais oui, ça se travaille. D'accord. Et en ce qui concerne les livres, une autre personne me demande quels sont les livres que vous recommandez pour apprendre, pour apprendre le métier, les métiers d'audiovisuel. S'il y en a. Si on n'a pas, écrivez-le, Richard. Becherel Poche. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté lorsque tu me l'as recommandé il y a 2 semaines. Ouais. Déjà, ce petit bouquin-là, c'est vraiment très intéressant. Tous les livres. Lire à voix haute tous les jours, des choses bien écrites pour apprendre à faire les liaisons. Lorsqu'on se retrouve devant un prompteur et qu'on n'a pas lu à voix haute, on se retrouve devant un mur infranchissable. Donc lire à voix haute, lire la presse internationale, la culture du journaliste et du présentateur télé, c'est la géopolitique, lire Le Monde diplomatique, lire Courrier international, un bouquin sur donc ce Becherel, c'est bien. Lire également La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Voilà un livre qui est intéressant. Il y avait, mais il est quand même un petit peu dépassé et trop en ancien français, l'art d'avoir toujours raison. Ça y est, son nom m'échappe, ce philosophe allemand. Je l'ai lu, le livre, tu me l'as recommandé. Je voulais juste te dire qu'il y a une version plus simplifiée et qu'ils peuvent la trouver chez. Et moi, je suis en train d'écrire le livre du 3e millénaire qui correspond à ça, c'est-à-dire le leadership par la maîtrise du langage et la manipulation verbale. Juste, et en ce qui concerne le livre Si tu m'apprivoises, pourquoi c'est important aussi de savoir et de pouvoir apprivoiser ceux qui nous entourent? Je ne sais pas si c'est important. C'était important pour moi. Moi, j'avais ma théorie sur la relation humaine qui consistait à dire que on est dans l'apprivoisement. Quand on apprivoise un animal, c'est plus intéressant que quand on le dresse. Absolument. Donc, et apprivoiser, ça va dans les deux sens.
C'est-à-dire il faut à la fois un apprivoiseur et un apprivoisable, mais tout apprivoiseur doit savoir aussi être lui-même apprivoisable. Et ça a été ma théorie de la relation humaine. Et j'en ai fait un livre qui permet aux gens de mieux se comprendre, de mieux s'entendre, de mieux vivre avec les différences. L'harmonie, c'est pas l'unisson. Donc, on peut être différent et pourtant s'entendre avec les gens. Et tout ça, c'est une forme d'apprivoisement avec ce rituel, comme l'expliquait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Quand le renard dit au Petit Prince, si tu m'apprivoises, tu seras responsable de moi. Et tu fais un pas chaque jour. Et voilà, apprivoiser, ça prend du temps. Et je crois que c'est le temps. Le temps, c'est la chose au monde qu'on a de plus précieux. Et donner de son temps, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, parce que le temps, c'est la vie. Parce qu'il ne revient jamais. Voilà. Le livre, juste pour revenir au livre, l'art d'avoir raison, c'est de Schopenhauer. Schopenhauer, voilà. Schopenhauer. Et je voudrais savoir, s'il te plaît, Richard, je me permets de te tutoyer, chez quelles éditions peut-on trouver ton livre, l'art d'avoir raison? Alors, c'est pas mon livre, c'est de Schopenhauer. Non, si tu m'apprivoises, si tu m'apprivoises. C'était une édition Clair de Terre. C'était une édition qui s'appelait Clair de Terre et une maison d'édition qui a été rachetée, qui n'existe plus. Et le livre, je sais, on peut le trouver peut-être sur Amazon ou d'autres plateformes de vente de livres, mais il n'a pas été réédité à ce jour. Mm-hmm. On peut le trouver, mais si tu le veux vraiment, je leur enverrai le PDF. Mm-hmm. Il y a Christophe, le Grand Forum, qui est animateur, tu le connais, tu as déjà invité dans le LGF sur France Maghreb 2, a écrit « À l'heure du numérique, les métiers de l'audiovisuel ont-ils un avenir ?» Ben oui, à l'heure du numérique, c'est comme si on demandait à l'heure du numérique, est-ce que les métiers de l'automobile ont un avenir? Au contraire, regardez les secteurs qui n'ont pas souffert de la crise générée par le développement de ce virus sont les secteurs de la communication et des médias. Pourquoi? Parce que justement, il y a le numérique. Sauf qu'il faut s'adapter. Le monde de l'audiovisuel est en perpétuelle mutation. Les paradigmes ont totalement changé. Aujourd'hui, ce qu'on fait, là, ensemble, Anna, on le fait avec, moi j'ai une petite webcam qui doit coûter dans les 70 €, un ordinateur. De ton côté, tu as ou ton smartphone ou un ordinateur. On passe par le truchement d'une plateforme dont l'abonnement doit être, bon, si c'est Zoom, c'est 12 ou 15 € par mois, etc. Donc, c'est vraiment rien. Mais il y a encore 10 ans, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aurait coûté très, très cher parce qu'il aurait fallu passer par des faisceaux, par du satellite, et pour être vu par tout le monde, etc. Ça veut dire que les outils évoluent, mais la matière première, c'est-à-dire l'humain, la façon dont moi je vais regarder la caméra, la façon dont je vais savoir ou pas raconter une histoire, le contenu de ce que je vais raconter, la pertinence de mes propos, l'intérêt ou l'attractivité de l'histoire que je raconte, tout ça, c'est pas le numérique qui me l'apporte. Le numérique, c'est qu'un instrument. C'est comme quand on a mis les guitares électriques, il fallait toujours savoir jouer de la guitare. Ben là, c'est pareil. Je te remercie infiniment, Richard Joffo. Ce fut un honneur vraiment et un plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer. Je me souviens le jour où je t'ai supplié. Merci beaucoup. Je me souviens juste le jour où je t'ai supplié de m'accorder une interview et je travaillais sur IRM.radio dans le Shot des Cultures, là où j'ai débuté, là où j'ai tout appris. Et tu m'avais dit non, tu as refusé. Tu m'as dit jamais je n'aurai la prétention de me laisser interviewer dans mon propre média. Bien sûr. Ce qui fait que je n'ai pas pu avoir cette chance-là ce jour-là. Est-ce que le réalisateur est là? Ça serait bien qu'on puisse nous voir, Richard Joffo et moi-même. Il m'a aussi enseigné quelques bases de la réalisation aussi. Hein. Monsieur le réalisateur, réveille-toi. Je crois qu'il est parti prendre un café, Richard. Ah, peut-être, oui. C'est pas grave. Comme l'émission va se finir et qu'il va falloir passer le relais, donc il faut qu'il... Ah ben voilà, il est revenu. Absolument. Et on a aussi l'initiatrice Samia qui apparaît à l'image. Donc on la remercie. Merci beaucoup, rien n'aurait été possible sans elle, voilà. Absolument, merci beaucoup Samia, c'est une très très belle initiative qu'on encourage. N'hésitez pas mesdames et messieurs à partager ce live, à partager cette vidéo. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Et je redonne l'antenne à Selma, à Samia Chiri. Je tenais à te remercier encore une fois, Anna,
d'avoir fait l'interview de Monsieur Richard Joffo. Je savais que cette interview allait être faite avec beaucoup d'émotion, mais en même temps avec de l'objectivité, parce que je connais ton professionnalisme, Anna. Donc, je te remercie d'avoir fait cette précieuse interview. Je vous remercie, Monsieur Joffo, de nous avoir fait rêver en quelque sorte, parce que on a tendance à penser que les métiers de l'audiovisuel sont inaccessibles. On a tendance à penser que les formations qui sont proposées ne sont pas à notre disposition. Aujourd'hui, vous nous prouvez le contraire en nous montrant que effectivement vous proposez plusieurs formations au sein même de votre académie. D'ailleurs, j'incite nos participants à aller jeter un coup d'œil sur votre site internet et à découvrir toutes les formations que vous écrivez. Et puis moi, par votre personne, votre expérience, j'ai appris encore une fois qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs casquettes, d'être polyvalent et d'exceller dans chacune des voies. Puisque depuis le début de ce forum, avec les intervenants, on ne cesse de répéter une chose. Il n'y a pas qu'une seule voie professionnelle durant une vie. On peut avoir plusieurs voies et vous nous l'avez tout à fait démontré aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Joffo. C'est moi qui vous remercie. Je dois dire que l'interview était réalisée avec brio et aussi avec une petite pointe de tendresse qui ne m'a pas échappé et qui m'a bien ému. Et pour abonder dans votre sens, je dirais qu'on n'a pas plusieurs casquettes, on a souvent plusieurs têtes et on n'a pas non plus qu'une seule vie. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu pour nos prochaines éditions et on reste en contact. Et bien entendu, on va mettre en commentaire et sur nos publications les liens pour nos participants qui pourront bien entendu se rapprocher de vous s'ils ont des questions. Merci encore. Absolument. Et je salue, une dernière question. Le technicien, je salue au passage aussi Christophe du Grand Forum. Oui, absolument, on le salue. Et Philippe, j'ai pu croiser. Où l'on peut te trouver, Richard Joffo, sur les réseaux sociaux, etc. Il suffit de taper Richard Joffo. Et puis ça vient, quoi. Ouais. C'est facile. Ok, sur les réseaux sociaux. Ouais, ce qui est difficile, c'est de ne pas me trouver parce que celui qui ne me trouve pas, c'est qu'il n'a vraiment pas envie. Absolument. Donc, sur Instagram, Facebook, ouais, Richard c'est Joffo. facile. Richard Joffo, ça marche. Sur Google, ça marche aussi. Enfin, voilà. Voilà. Et l'Académie audiovisuelle de Paris, vous avez le site internet, mesdames et messieurs, et vous pouvez lui envoyer un mail directement si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci à vous tous. Merci aux techniciens, parce que si on est là, c'est parce qu'il est là, on s'est vu. Philippe, hier, on s'est reparlé un peu ce matin. Et vous voyez, si l'image est nickel, le son est parfait, c'est parce qu'il est là et qu'il le fait aussi avec beaucoup de compétences et beaucoup d'amour. Un travail exceptionnel, comme à son habitude. Merci à vous. Merci à vous. C'est un excellent reporter. Il a un joli timbre. Vous avez vu, vous l'avez entendu parler. Il a vraiment un beau timbre dans les basses, un timbre radiophonique. Mais il est chroniqueur aussi à la radio dans le SGF. C'est un reporter, excellent reporter. Il réalise des reportages vraiment excellents. Merci à tous. Il fait le buzz dans le SGF. Très bien. À très bientôt, Richard. Bon week-end. Merci beaucoup. Soyez heureux. Merci à vous. Prenez soin de vous et à bientôt, Monsieur Joffo. On se retrouve bientôt à l'ACAD. Avec plaisir. Je reprendrai ma place. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci beaucoup. Merci Anna pour cette très belle interview, merci beaucoup. J'ai vu que tu y as mis beaucoup de cœur, je n'en doutais pas comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vois le sourire là jusqu'aux oreilles. De toute manière, on le réinvitera pour les prochaines éditions du forum et puis je pense que sur la page du NGF, je pense qu'on rencontrera de nouveau Monsieur Joffo parce qu'il a une expérience inouïe dans le domaine de la radio, de l'audiovisuel. Donc, à très vite. Il détient un savoir encyclopédique et à chaque fois qu'on discute avec lui, on apprend quelque chose. On apprend forcément des choses et puis c'est juste un plaisir de discuter avec lui, de passer du temps avec lui. Vraiment. En tout cas, je te remercie infiniment et je reste à ta disposition. Hein.
à n'importe quel moment pour quoi que ce soit. Merci. Tu peux toujours compter sur moi et c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Donc là, vous avez été témoin de toute la sincérité, de l'amour qui ont été mis justement dans la préparation de ce forum. Qu'on fait vraiment à titre bénévole tous ici, parce qu'on sait que trouver sa voie n'est pas chose facile, parce qu'on sait que s'orienter n'est pas chose facile. On est passé par là, nos enfants passent par là, nous sommes également des parents soucieux de l'avenir de nos enfants, on se préoccupe de l'avenir de tous les enfants. Donc aujourd'hui, on tenait vraiment à mettre en place quelque chose pour vous et je te remercie Anna d'y avoir Au revoir, contribué. je vous laisse, excusez-moi. Bonne journée, portez-vous bien. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.